Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc dans le cadre du Festival Histoire et Cité pour une conférence intitulée « Ethnologie et haine du voyage » que va nous proposer Vincent Debanne. J'ai pour ma part le plaisir de présenter Vincent Debanne, qui est professeur au département de langue et de littérature française à l'Université de Genève. Ses travaux portent donc sur l'histoire de la littérature, mais aussi sur celle de l'anthropologie et des liens qu'elles entretiennent. Après avoir coordonné l'édition des œuvres de Claude Lévi-Strauss dans la bibliothèque de la Pléiade, paru en 2008, un volume dans lequel Vincent a pris en charge l'édition de Triste Tropique, Vincent Debanne a fait paraître en 2010 dans la bibliothèque des sciences humaines L'adieu au voyage, formule empruntée à Triste Tropique, Adieu sauvage, adieu voyage, un ouvrage qui est sous-titré L'anthropologie française entre science et littérature et qui retrace l'histoire des démêlés entre écrivains et anthropologues au XXe siècle. Donc dans ce livre, il part de l'observation d'un phénomène, celui des doubles publications, des publications dédoublées des ethnologues, dont la production comporte un versant scientifique, mais aussi souvent un versant plus littéraire, pour éclairer à la fois donc l'histoire longue des rapports entre science et littérature, et le mélange aussi de curiosité, de passion et de défiance qu'ethnologues et écrivains ont cultivé les uns à l'égard des autres, au moment où, en France, l'ethnologie devient véritablement une science. Il consacre à présent ses recherches aux liens entre production littéraire et ordre colonial, et plus spécifiquement au rapport d'autorité entre acteurs coloniaux et acteurs indigènes dans ce contexte. Il nous propose donc aujourd'hui, je le répète, une conférence intitulée « Ethnologie et haine du voyage », une façon sans doute d'introduire aussi de la dissonance dans une histoire qu'on aborde le plus souvent par l'angle du goût du voyage. Je précise aussi d'emblée que cette conférence sera suivie d'une discussion, et j'aimerais inviter celles et ceux qui nous écoutent à y prendre part, le moment venu, en introduisant leur nom dans le fil de discussion et en soumettant leurs questions. Je précise aussi qu'il y aura la possibilité d'écouter ou de réécouter cette conférence en replay donc sur le site du festival. Donc, Vincent, je te cède la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous qui n'êtes pas présents devant moi, mais qui êtes peut-être présents devant vos écrans. Merci de l'invitation, merci de tes mots, Éléonore. Donc, moi, je vais vous parler de cette chose que j'ai appelée, après d'autres, la haine du voyage, à la suite d'abord de la célèbre première phrase de Triste Tropique de Lévi-Strauss, de Claude Lévi-Strauss, « Je hais les voyages et les explorateurs ». Alors, Triste Tropique, c'est un récit qui paraît en 1955 dans la collection Plomb. Et donc, c'est un récit qui se présente comme une autobiographie d'ethnologue. Et dès le début, on se demande pourquoi, en tout cas, on relève une forme de contradiction. Pourquoi un ethnologue haïrait-il les voyages alors que depuis sa naissance, l'ethnologie se présente et se définit comme une science voyageuse. Alors voilà, je voudrais un peu m'intéresser à ce paradoxe aujourd'hui, en commençant par relever d'abord qu'il n'y a pas un paradoxe, mais en fait deux. Alors je vous montre le texte tout de suite. Alors la première phrase d'abord, « Je hais les voyages et les explorateurs, et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions, mais que de temps pour m'y résoudre, 15 ans ont passé depuis que j'ai quitté pour la dernière fois le Brésil, et pendant toutes ces années, j'ai souvent projeté d'entreprendre ce livre. Chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m'en ont empêché. Donc haine, honte, dégoût. Et quoi? Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d'événements insignifiants? L'aventure n'a pas de place dans la profession d'ethnographe, elle en est seulement une servitude. Un peu plus loin, cette phrase sur laquelle je reviendrai, « Voyage, coffret magique aux promesses rêveuses, vous ne livrerez plus vos trésors intacts, une civilisation proliférante et surexcitée trouble à jamais le silence des mers. » Et une dernière phrase, toujours tirée de ce début du livre, « Demeurai-je donc le seul à n'avoir rien retenu dans mes mains que des cendres, mon unique voix témoignera-t-elle pour l'échec de l'évasion. » Je ne lis pas la suite, mais je vous laisse la découvrir. Donc, le premier paradoxe, c'est que cette phrase,
comme je l'ai dit, elle ouvre une autobiographie d'ethnologue et que l'ethnologie est associée au voyage. C'est même ce qui la caractérise dans l'ensemble des sciences de l'homme. Elle ne se contente pas, l'ethnologie, d'étudier les mœurs ou la variété des mœurs et des coutumes à partir de documents, à partir de témoignages. Elle repose sur une expérience qu'on appelle le terrain, une expérience de terrain ethnographique, c'est-à-dire qu'il faut aller sur place. Il faut aller sur place. Alors, il faut aller sur place d'abord pour observer directement ces mœurs et usages, et non pas se contenter de témoignages de seconde main, mais aussi il faut aller sur place pour faire l'épreuve en soi, sur soi, l'épreuve subjective de ces conditions de vie autres. Et c'est précisément ça, c'est précisément cette expérience de terrain qui fait le prestige de l'ethnologie, d'abord dans l'entre-deux-guerres, si vous voulez, au moment où l'ethnologie apparaît, mais même encore aujourd'hui. Il y a une bande dessinée qui s'appelle « J'aurais voulu être ethnologue ». Pourquoi on veut être ethnologue ? Parce que pour toute une génération, pour les gens, les étudiants, si vous voulez, qui aiment l'étude, qui aiment les livres, l'ethnologie, ça se présente comme une promesse de combinaison entre, d'un côté, justement, l'étude et les livres, mais de l'autre côté aussi la vie vécue, la vie pleine, l'expérience élargie. Et donc, pour tous ces étudiants de lettres, de philosophie, qui aiment le savoir, mais qui redoutent l'enfermement dans la bibliothèque, l'enfermement dans les pesanteurs de l'érudition ou de l'institution universitaire, l'ethnologie, elle paraît offrir une issue, si vous voulez. Elle semble promettre une expérience où on aurait à la fois la réflexion, le savoir, la connaissance, et en même temps une expérience vécue, riche, justement celle des voyages. Alors comment donc un ethnologue peut-il haïr les voyages ? Comment peut-il le faire en plus au seuil d'un livre qui est au fond un magnifique livre de voyage, un livre en tout cas agrémenté de magnifiques photographies qui vont faire beaucoup pour son succès, donc des photographies d'Indiens du Brésil saisies dans des moments d'intimité. Alors voilà le premier paradoxe, mais le second, c'est le suivant. C'est mon unique voix témoignera-t-elle pour l'échec de l'évasion ? Alors ça, c'est plus étonnant en un sens, parce que la haine du voyage, l'échec de l'évasion, c'est certes pas des lieux communs, mais ça n'est pas non plus des sentiments ou des réflexions d'une originalité folle. On en trouve beaucoup d'expressions dans la littérature de voyage, et cela depuis le XIXe siècle, et notamment chez les ethnologues. En particulier, dans un autre livre d'ethnologue paru au moment où Lévi-Strauss partait sur le terrain, qui est L'Afrique fantôme, de Michel Leiris, donc, qui paraît en 1934. Triste Tropique paraît en 1955, mais est écrit 15 ans ou 20 ans après des expériences de terrain. Voilà ce que Leiris dit. Sa tentative d'évasion, la sienne, enfin c'est un commentaire, n'a été qu'un échec, et il ne croit plus d'ailleurs à la valeur de l'évasion. Et Lévi-Strauss dit « Mon unique voix témoignera-t-elle pour l'échec de l'évasion ?» Donc comment comprendre que Lévi-Strauss se croit le seul, si vous voulez, alors qu'au fond, beaucoup de voyageurs ont déjà exprimé leur haine du voyage ou leur détestation du voyage. Alors, face à ce double paradoxe, on a deux solutions, si vous voulez. Soit on considère que Lévi-Strauss se trompe, il se croit le seul, mais il n'est pas le seul. Ou alors il se contredit, en fait. Il prétend détester les voyages, mais au fond, il nous donne un très grand livre de voyage. Et cette première phrase, « Je et les voyages et les explorateurs », c'est au fond c'est une provocation, si vous voulez, une sorte de captatio, comme on dit en rhétorique, ou une forme de coquetterie, si vous voulez. Donc Triste Tropique, au fond, serait une sorte de contradiction, un récit de voyage honteux, un récit de voyage qui n'ose pas dire son nom. Il y a plusieurs personnes qui ont lu Triste Tropique comme ça. Ça, c'est la première façon de comprendre le paradoxe. La deuxième façon de comprendre le paradoxe, c'est de prendre au sérieux cette idée, si vous voulez, cette idée de haine des voyages, et de se demander, par exemple, pourquoi Lévi-Strauss hait les voyages. Pourquoi, par exemple, il ne les déteste pas. Il pourrait juste se contenter de les détester ou de ne pas les aimer. Mais non, il les hait, et en plus, il hait les explorateurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, c'est ce que je voudrais faire un petit peu aujourd'hui dans le temps qui m'est donné. Je voudrais un peu pluraliser la haine des voyages, essayer de comprendre les différentes nuances qu'elle peut connaître, en considérant qu'il n'y a pas une, mais plusieurs façons de détester les voyages et les voyageurs. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est que cette détestation du voyage, elle est ancienne, elle n'est pas du tout propre aux ethnologues, et que même en un sens, on pourrait dire que sinon la haine, en tout cas l'ambivalence à l'égard du voyage, est une règle générale du récit de voyage depuis le XIXe siècle.
Donc j'ai prévu un propos en 3 parties que par déformation pédagogique, j'ai indiqué désenchantement et nostalgie, ce que je vais voir maintenant, qui sera la partie la plus longue, ensuite la réinvention du voyage, et enfin le positionnement de l'ethnologie dans cette perspective. Alors, pour donner un tout petit peu une perspective historique, je vais commencer par citer 2 extraits de 2 textes qui sont parmi les plus célèbres de la poésie française du XIXe siècle. Le premier, c'est le Voyage de Baudelaire. « Amer savoir celui qu'on tire du voyage, le monde monotone et petit aujourd'hui. » J'ai du mal à me lire. « Le monde monotone et petit aujourd'hui, hier, demain, toujours, nous fait voir notre image, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. » Et puis 10 ans plus tard, Rimbaud, dans Le Bateau ivre, qui est une sorte de réécriture du Voyage de Baudelaire. « J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur. Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer. » Alors, ce qu'on voit ici, c'est que très tôt, on trouve des textes qui présentent le voyage comme une expérience décevante, avec cette idée que le voyage ne tient pas ses promesses de nouveauté et donc ses promesses de renouvellement pour le poète. Alors, je vais donner maintenant une série d'exemples qui sont plus contemporains de Lévi-Strauss et qui sont sans doute aussi un petit peu différents, mais qui datent au fond de la jeunesse de Lévi-Strauss, du moment où il part sur le terrain, et donc tiré cette fois de voyages en prose. Alors, Henri Michaud, en 1929, dans un récit qui s'appelle « Équador », « Maintenant, ma conviction est faite. Ce voyage est une gaffe. Le voyage ne rend pas tant large que mondain au courant. L'air des brouillards, aussi, ne vaut pas mieux. On trouve aussi bien sa vérité en regardant 48 heures une quelconque tapisserie de mur. Vous vous désespérez, vous jurez, vous vous infectez, vous réclamez du tigre et du puma, mais on ne vous donne que du quotidien. » Alors, Paul Nizan, en 1931, dans un ouvrage « Aden Arabi », que Lévi-Strauss avait lu et beaucoup aimé, qu'on ne me refasse plus le tableau séduisant des voyages poétiques et sauveurs avec leurs fonds marins, leurs monceaux de pays et leurs personnages étrangement vêtus devant des forêts, des montagnes, des cimes couvertes de neige éternelle et des maisons de 30 étages. Je sais à quoi m'en tenir sur les départs dont on parlait en France entre 1920 et 1927. Images déteintes de la vieille mort chrétienne au monde, profusion de visions, de surprises, d'incidents révélés, abondance de divinités. Tout vous est arraché. Les escales arrivent, on descend sur des quais, on espère posséder une vie, les habitants, pensez-vous. Le bateau repart. Vous avez encore une fois perdu une place humaine et une belle occasion de rester tranquille. Monterland, 1925, dans un texte qui s'appelle « Les voyageurs traqués ». De tous les plaisirs, le voyage est le plus triste. À quel point on peut arriver à être malheureux avec des moyens si simples, ça n'est pas croyable. On croit gagner parce qu'on gagne en étendue et on perd en profondeur. Et on revient gonflé d'une demi-connaissance misérable et pire que l'ignorance parce qu'elle prétend. D'ailleurs, remarquez ce signe, les médiocres aiment toujours voyager. Existe-t-il au monde une seule jeune fille, on remarquera la misogynie et le passage de la médiocrité à la jeune fille, existe-t-il au monde une seule jeune fille qui ne soit prête à s'écrier « J'adore les voyages ». Aragon, enfin, en 1928, dans le traité du style, « Aujourd'hui que la terre est quadrillée, bichonnée, macadamisée, il y a encore des mecs à la mie de pain qui parlent avec un sérieux vraiment papal d'être partis. Changer de pays leur paraît dangereux. Et quand ça serait dangereux, qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute, hein, que vous risquiez vos tibias dans les accidents de chemin de fer ?» Alors, ce qui m'intéresse ici, bon, à part la variété et l'intérêt de certains de ces textes, c'est qu'à part chez le misogyne Monterland, professoral aussi, il y a une intensité du sentiment qu'on va retrouver chez Lévi-Strauss, une intensité qui rappelle un peu la haine. L'expression de la déception, elle est assortie d'une forme d'aigreur, de sarcasme, qui est associée à l'impression de s'être fait avoir, au fond, d'avoir été floué. Donc on peut parler de haine, mais c'est une haine rétrospective en quelque sorte. C'est pas une haine qui porte en réalité, c'est pas une haine qui porte sur le voyage lui-même comme expérience. C'est une haine qui porte sur le discours du voyage, qui avait fait miroiter une révélation, un bouleversement. On trouve aussi bien sa vérité en regardant 48 heures une quelconque tapisserie de mur. Alors, comme on voit ici dans le propos d'Aragon, l'explication retenue pour rendre compte de cette déception, c'est très souvent, de cette désillusion, c'est une explication qui est historique. Le voyage est conçu dans une histoire qui est celle de la fin de l'exploration.
la Terre est devenue une petite planète. Une petite planète, c'est le nom d'une collection du Seuil, des éditions du Seuil dans les années 50, une collection de récits de voyage, je veux dire. Et donc la Terre est petite, les blancs de la carte se sont évaporés, ils ont été absorbés par la marche inextinguible de la civilisation, rendant du coup impossible le voyage. Et Lévi-Strauss n'échappe pas à la règle. Je reviens sur cette phrase rapidement. Voyage, coffret magique aux promesses rêveuses, vous ne livrerez plus, et c'est évidemment la temporalité ici qui est importante, vous ne livrerez plus vos trésors intacts, une civilisation proliférante et surexcitée, trouble à jamais le silence des mers. Alors, la figure exemplaire de cette dégradation du voyage, de cette civilisation proliférante, comme dit Lévi-Strauss, c'est bien entendu celle du touriste. Le touriste est la figure dégradée, la forme dégradée du voyageur. Il y a un excellent livre à ce propos qui s'appelle « L'idiot du voyage » du sociologue Jean-Didier Urbain. Mais ce qui va m'intéresser ici, ce qui est très remarquable et très révélateur, c'est que ce discours qui oppose donc un temps où le voyage était encore possible et un présent amer où voyager vraiment est devenu impossible, ce discours-là n'est pas une invention du XXe siècle, contrairement à ce qu'on croit souvent. Contrairement à ce que croient souvent les voyageurs eux-mêmes, d'ailleurs. Et donc, ce discours-là n'est pas la conséquence, si vous voulez, du développement, par exemple, du tourisme ou du tourisme de masse. En fait, en réalité, cette opposition entre les temps heureux des voyages possibles et un présent malheureux contaminé par la civilisation proliférante, ce discours-là, cette opposition, elle date de l'invention même du voyage moderne. Alors, quand je dis voyage moderne, je devrais peut-être préciser un peu. Le voyage moderne, c'est l'idée que on peut parler, disons, de voyage moderne à partir du moment où le voyage est constitué comme une expérience en lui-même, indépendamment de sa destination et de son but. Et en ce sens, on peut dire, enfin, dans une perspective un peu historique, qu'avant le XIXe siècle, on ne voyage pas. On ne voyage pas, en tout cas, on ne voyage pas au sens que nous donnons à ce mot aujourd'hui. Et si on lit les récits de voyage au sens large, des voyageurs du XVIe et XVIIIe siècle, ceux justement que les voyageurs du XIXe et XXe vont idéaliser, donc les voyages de Léry, de Bougainville, de Cook, etc., on s'aperçoit en réalité que ces voyageurs-là, ils n'ont que faire des panoramas, des paysages, de l'exotisme, etc. Ils vont d'un point à un autre, ils colonisent, ils cartographient, ils commercent, ils convertissent s'ils sont missionnaires, mais ils ne voyagent pas vraiment, ils ne voyagent pas, encore une fois, comme nous l'entendons. Donc le voyage moderne, il commence vraiment au moment où l'expérience du voyage, elle est autonome par rapport à la géographie et autonome par rapport à la fonction de l'itinéraire, si vous voulez. Par exemple, Victor Ségalen, il est à Tahiti. À Tahiti, il se souvient de Rimbaud en Éthiopie. Voilà, il sait qu'il partage une expérience avec Rimbaud, qui est l'expérience du voyage, et que ce soit à Tahiti ou en Éthiopie, ça n'a pas d'importance. Jean Mallory, sur la banquise au pôle Nord, se souvient d'André Gide au Congo, et il est évident que dans son esprit, ils partagent l'un et l'autre l'expérience du voyage. Ça prouve qu'on a basculé dans un nouvel âge, si vous voulez, du voyage. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que dit Baudelaire. C'est exactement ce que dit Baudelaire dans Le Voyage. Il dit « Les vrais voyageurs sont ceux-là qui partent pour partir. Ceux qui partent pour partir. » Pas, encore une fois, pour commercer, convertir ou conquérir. Alors, donc ce qui frappe, si vous voulez, quand on lit un peu attentivement les récits de voyage depuis le début du XIXe siècle, c'est que dès le début, en un sens, les voyageurs déplorent la disparition de ce qui rendait le voyage possible. Alors, je vais prendre un exemple sans citation parce que je n'ai pas pris le temps de les isoler, mais c'est l'exemple de Chateaubriand dans Le Voyage en Amérique. Alors, on considère en général que Chateaubriand est le premier ou un des premiers voyageurs modernes. Moderne au sens où le voyage est chez lui conçu comme une épreuve subjective, qu'il n'est pas entrepris dans un but moral. Il ne s'agit pas de se fortifier, d'affermir sa personnalité, comme c'était le cas dans les grands tours, par exemple, au XVIIIe siècle. Il n'est pas non plus entrepris dans un but de connaissance. Chateaubriand est très clair. Je ne fais faire, dit-il, je ne fais faire aucun progrès aux sciences. Non, le voyage, il est entrepris comme une expérience solitaire et privée, de confrontation avec l'immensité du monde, et qui est ouverte à la possibilité d'une transformation de soi, ouverte aussi à la possibilité d'une œuvre
ce qu'il deviendra d'ailleurs, puisque les pages du voyage en Amérique vont constituer une sorte de réserve pour l'œuvre à venir de Chateaubriand, notamment les Natchez et les Mémoires d'Outre-Tombe. Alors, ce qui est très frappant, c'est que Chateaubriand, qui pour nous est une sorte de précurseur, dès le début, lui, se conçoit comme le dernier. Il est le dernier. Il dit le monde ne ressemble plus au monde de Colombe, l'ensemble des mœurs, l'originalité des coutumes, la forme primitive des gouvernements, enfin, le génie américain a disparu, l'Indien a changé, c'est un mendiant à la porte d'un comptoir, il était corrompu par l'alcool, ce n'est plus un sauvage dans ses forêts. Et Chateaubriand écrit donc je suis le dernier historien des peuples de la terre de Colombe, de ces peuples dont la race ne tardera pas à disparaître. Donc, ce sur quoi je veux insister ici, c'est que dès le début, le récit de voyage est pris donc, dans cette logique de deuil. Et je faisais tout à l'heure allusion au fait qu'il y avait cette collection qui s'appelait Petite Planète, pour parler de cette collection de récits de voyage qui s'appelait Petite Planète. Mais en fait, dès 1700, donc le voyage date de 1791 et le livre de 1820-26, mais dès ce livre-là, dès le voyage en Amérique, Chateaubriand déplore que notre chétive planète. Donc ce qu'on voit ici, c'est que depuis le début du 19e, tout récit de voyage, en même temps qu'il raconte un déplacement dans l'espace, est aussi porteur d'une histoire implicite. Et cette histoire, c'est toujours la même. Ça consiste à dire, autrefois, le voyage était possible, car il y avait encore de l'inconnu, car il y avait encore des différences. À présent, la Terre est quadrillée, bichonnée, macadamisée. Il n'y a plus ni inconnu ni différence. Le monde est livré au nivellement et à la profanation touristique. Et donc, c'est à tort, si vous voulez, on a tort d'opposer le temps des vrais voyages et celui du voyage impossible, en fait. L'invention du voyage moderne a pour corollaire, pour constituant, si vous voulez, l'invention de son passé perdu. Alors ça va donner lieu à deux formes de nostalgie, si vous voulez, de nostalgie, oui, de formes de positionnement. Soit vous avez la version désenchantée, si vous voulez, c'est celle de Michaud, celle de Nizan, qui consiste à dire « j'étais bien naïf de croire le voyage possible ». Soit vous avez une autre version, qui est la version plus aristocratique, plus égotique, consiste à dire « j'étais le dernier ». J'étais le dernier. Après moi, il n'y aura plus que des touristes. Ah ben voilà, là vous avez quand même une phrase de Chateaubriand. Je me présente comme le dernier historien des peuples de la terre, de Colomb, de ces peuples dont la race ne tardera pas à disparaître. J'ai pris un passage de Maurice Barrès. Des touristes iront bâiller là où le cœur me battait si fort. J'aurai clos en juin 1914, la longue série des pèlerins du mystère. Un autre passage de Roger Vaillant, moins intéressant. On ne voyagera plus, on se déplacera aussi vite que la pensée, mais le plaisir se trouvera dans le lieu où on va le chercher et non pas sur le chemin pour y aller, ce qui était le propre du voyage. Ce qui m'intéresse encore une fois, c'est ici la temporalité, c'est les temps des verbes et les adverbes. Et puis Lévi-Strauss, je voudrais avoir vécu au temps des vrais voyages, quand s'offrait dans toute sa splendeur un spectacle non encore gâché, contaminé et maudit. Alors, on observe ici donc deux choses importantes. Donc, d'abord, une nostalgie essentielle qui institue, il faut le noter, une solidarité très profonde entre exotisme et archaïsme. Voyager, c'est toujours un peu voyager dans le temps. Vous rêvez de voyager dans le temps, d'une part. Et puis, d'autre part, ce qu'on voit ici, c'est que dans tous les cas, l'expérience du voyageur, elle est fondamentalement ambivalente. Elle est ambivalente, pourquoi ? Parce qu'elle s'inscrit dans une évolution historique qu'elle déplore. Cette évolution, c'est l'inexorable disparition des différences. Et en même temps, évidemment, par son voyage même, le voyageur précipite cette évolution. Donc, par son trajet, si vous voulez, le voyageur participe à ce nivellement que, par ailleurs, il regrette. Et cela, on l'aperçoit de façon très, très nette si on lit n'importe quel guide de voyage aujourd'hui. Et ce n'est pas la peine de renvoyer au livre, on peut renvoyer à nos propres expériences de voyage. Nous vivons toujours notre voyage comme sur ce mode un peu ambivalent dans la déploration de ce qui est, de ce qui a été et que nous ne verrons plus ou que nous serons les derniers à voir. Alors, la forme la plus grossière de cette ambivalence, enfin à la fois la plus patente et aussi la plus grossière, c'est évidemment le désir de distinction par rapport aux touristes.
et que nous connaissons tous quand nous sommes en voyage. Bon, qui est aussi une haine de soi, parce qu'évidemment, la haine, c'est aussi la haine de soi. C'est la haine de soi du touriste qui, comme on sait, s'applique assidûment à fuir les touristes pour connaître une expérience qui soit la plus proche possible du voyage anté-touristique, avant que le tourisme existe. Alors, je fais un petit aparté ici, mais qui me semble important, c'est que ce paradoxe que je relève ici n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction, c'est une ambivalence. C'est une ambivalence. Ça ne réduit pas à néant l'expérience du voyage, ça ne veut pas dire que tous les voyages se valent, que toutes les façons de voyager se valent, mais ce que je veux insister sur le fait que ce trouble, cette difficulté qui peut prendre différentes formes, qui peut aussi être parfois déniée, ou au contraire exacerbée jusqu'à la haine de soi, ce trouble est une caractéristique intrinsèque du voyage moderne. Et donc, j'en profite d'ailleurs pour vous renvoyer à la formidable exposition qui se tient en ce moment à Neuchâtel, au musée d'ethnographie, organisée par mes amis du musée, qui s'intitule « Le mal du voyage ». Le mal du voyage, vous pouvez la visiter parce qu'elle a été prolongée jusqu'à fin mai, et c'est une exposition qui prend précisément pour objet les ambiguïtés du voyage et les ambivalences du discours contemporain sur le voyage. Et c'est une exposition qui est très intéressante parce qu'en fait, d'abord parce qu'elle est très, très inventive, mais parce qu'elle ne se contente pas de dénoncer la bêtise du touriste ou les ravages du tourisme, si vous voulez. Elle montre les effets, les rétroactions et surtout les tensions internes aux gestes voyageurs, si vous voulez, à la pratique voyageuse, en incluant, ce qui est très malin, c'est une exposition qui est très intelligente, parce qu'elle inclut le visiteur dans cette espèce de ces logiques paradoxales de double injonction, d'injonction contradictoire, etc. Alors, j'en viens maintenant au deuxième temps, la réinvention du voyage. Donc, comme je le disais, le voyage moderne est d'emblée hanté par sa disparition et sa perte. Il est donc toujours, en même temps, une expérience de l'historicité, en même temps qu'une expérience de la géographie. Et dans cette perspective, on peut lire la littérature de voyage du XXe siècle, enfin dans sa quasi-intégralité, comme une tentative de réinvention du voyage. C'est un discours qui traverse toute la littérature de voyage du XXe siècle, l'idée qu'il ne s'agit pas seulement de décrire certains itinéraires, mais de reconstituer les conditions d'un voyage authentique, de retrouver le paradis perdu du voyage véritable. Alors, je ne peux pas faire l'inventaire de toutes ces tentatives de réinvention, d'autant que le terme voyage au XXe siècle connaît une extension sémantique très très grande. On voyage dans l'inconscient, on voyage dans le rêve, on voyage un peu partout. Mais même si on restreint l'usage du terme au trajet géographique, même on ne pourrait pas faire toute la liste. Mais je signale quelques tentatives de réinvention. Alors la première, c'est la plus évidente, c'est celle qui existe depuis la fin des années 20, ou depuis les années 20, disons, depuis la Première Guerre mondiale, mais qui se poursuit avec une vigueur jamais démentie, c'est que on continue à exhumer des terres encore inexplorées, des tribus qui n'ont jamais vu l'homme blanc. On reproduit les mêmes traversées, mais sans escale, en solitaire, à la rame, en 24 heures, etc., etc. Donc il y a d'abord une forme médiatique et héroïque, si vous voulez, de réinvention du voyage. Ce n'est pas forcément la plus intéressante littérairement, inutile de le dire. Deuxième tentative de réinvention du voyage, c'est ce que l'écrivain et professeur genevois Adrien Pasquali avait appelé les périples interstitiels. Ça consiste à réinventer le voyage, ou à retrouver le voyage dans des tout petits espaces, des tout petits trajets. Il y a cette phrase, ce propos d'Alain, c'est une idée assez commune, mais qui écrit ceci: pour mon goût, voyager, c'est faire à la fois 1 mètre ou 2, s'arrêter et regarder de nouveau un nouvel aspect des mêmes choses. Souvent, aller s'asseoir un peu à droite ou à gauche, cela change tout, et bien mieux que si je fais 100 km. Si je vais de torrent en torrent, je trouve toujours le même torrent, mais si je vais de rocher en rocher, le même torrent devient autre à chaque pas. Bon, alors, vous avez de nombreux récits qui épousent cette logique-là. Les passagers du Roissy Express, un très beau livre, Les autonautes de la Cosmoroute de Julio Cortázar, qui est un voyage intemporel de Paris à Marseille. Donc, on réinvente le voyage, si vous voulez, sur l'autoroute A7, en l'occurrence. Mais la tentative la plus explicite de réinvention du voyage, on la trouve chez un écrivain qui s'appelle Victor Ségalen, que j'ai déjà mentionné, dans un ensemble inachevé de textes qui paraîtra plus tard sous le titre « Essai sur l'exotisme ».
Et alors, l'entreprise de Ségalen, elle est très révélatrice parce qu'elle explicite sans problème, sans embâche, le cœur aristocratique et même antidémocratique de la pensée moderne du voyage. Donc Ségalen, il n'y va pas par quatre chemins. Il postule qu'il y a une différence de nature entre le voyageur véritable et les autres. Ma faculté de sentir le divers et de reconnaître la beauté me conduit donc à haïr tous ceux qui tentèrent de l'affaiblir. D'autres pseudo-exotes, les lotis, les touristes, n'en furent pas moins désastreux. Je les nomme les proxénètes de la sensation du divers. Ne peuvent sentir la différence que ceux qui possèdent une individualité forte. L'exotisme n'est donc pas cet état kaléidoscopique du touriste et du médiocre spectateur, mais la réaction vive et curieuse au choix d'une individualité forte, etc., etc. Bon. Alors, c'est une entreprise qui est révélatrice parce que, je vous dis, elle explicite le caractère aristocratique, fondamentalement aristocratique de la pratique voyageuse. Et puis aussi, on y voit apparaître la haine. La haine ici des lotis. Et puis enfin, elle est révélatrice, cette tentative, par son inaboutissement. L'essai sur l'exotisme n'est pas un essai, c'est une suite de notes qui annonce constamment une esthétique à venir, mais qui ne verra jamais le jour, et pour cause. Pourquoi ? Commencer par la sensation d'exotisme, ne pas essayer de la décrire, mais l'indiquer à ceux qui sont aptes à la déguster avec ivresse. Il y a parmi le monde des voyageurs nés, des exotes, ceux-là reconnaîtront, sous la trahison froide ou sèche des phrases et des mots, ces inoubliables sursauts donnés par des moments tels que, je l'ai dit, le moment d'exotisme. Donc on voit ici que, à l'horizon du projet de Ségalen, il y a cette rhétorique impossible d'une communication sans mots, où seuls se reconnaîtront le happy few des vrais voyageurs. On trouve ça dans beaucoup de récits de voyage héroïques. Il y a un Théodore Monod, dans un ouvrage de 1937 qui s'appelle Méharé, écrit un moment « Ceux qui savent comprendront ». Ceux qui savent comprendront. Il se dispense de toute description au nom de la communauté, justement, de ces vrais voyageurs. Et donc, on voit que s'organise une vaste compétition symbolique qui ne cesse d'opposer ces vrais voyageurs à leurs doubles maudits que sont les touristes, les lotis, les proxénètes de la sensation du divers, les pseudo-exotes, etc. Et qui, évidemment, sont toujours en groupe. Ce sont des troupes, des hordes, des troupeaux, des cohues, des cargaisons, etc., etc. J'en viens à l'ethnologie. Quand elle émerge dans les années 20 et 30, l'ethnologie qui se fonde très explicitement sur donc je l'ai dit, sur une expérience de voyage, une expérience de terrain en tout cas, elle doit se situer dans cet espace, dans cette grande rivalité qui oppose les vrais voyageurs à tous les autres. Ceux qui voyagent mal, ceux qui voyagent vite, ceux qui voyagent trop, ceux qui voyagent trop peu, etc. etc. Et évidemment, l'ethnologie ne peut pas s'enfermer dans la logique du happy few, ou de ceux qui savent sentir, ou de ceux qui savent voir, ni non plus dans une rhétorique de l'ineffable consistant à dire « ceux qui savent comprendront ». Et donc, la plupart des ethnologues, au début en tout cas, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de penser le voyage, l'ethnologie, comme un voyage radical, comme un voyage absolu, comme un voyage au fond, comme une forme de survoyage, on pourrait dire. Et presque tous, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en un sens, distinguent l'ethnologue des autres voyageurs. Je vous cite un passage de Jacques Soustel qui dit « Je me méfiais des grands explorateurs, des reporters, des voyageurs professionnels qui remplissent de leurs exploits et de leurs découvertes les colonnes des journaux que l'on jette en pâture aux pauvres peuples dits civilisés. » Et donc la plupart des ethnologues des années 30 répètent « Ceci n'est pas un voyage. Ceci n'est pas un voyage parce que ceci est un vrai voyage. Ceci est plus qu'un voyage. Cette culture que vous connaissez par ouï-dire, cette étrangeté que vous croyez connaître, en fait, ce que vous n'en connaissez, ce n'est que des clichés, que de l'imagerie exotique. Moi, ethnologue, je l'ai exploré jusqu'au cœur et j'en connais l'intimité. » Alors, il y a un auteur qui se fait vraiment porteur de cette idée, c'est l'ethnologue français africaniste, un des fondateurs de l'africanisme français, qui s'appelle Marcel Griaule. Alors, cette idée traverse, cette distinction, si vous voulez, l'ethnologie comme distinction au sein des pratiques voyageuses traverse tous ses écrits, mais elle apparaît notamment dans son livre de 1946, dans la toute récente collection Que sais-je. On y retrouve absolument tous les ingrédients que j'ai mentionnés. Géographiquement parlant, la Terre est connue, les mers ont été sondées, les rivières jaugées, les déserts mesurés, les faunes et les flores recensées, même les mortes. Mais il est encore temps d'explorer scientifiquement l'humanité après avoir exploré la Terre. Les explorateurs d'aujourd'hui et de demain doivent être des ethnographes. Je n'exclus pas que la première phrase de Lévi-Strauss, « Je hais les voyages et les explorateurs », soit une allusion à ce livre.
Alors j'en viens donc au dernier moment, si vous voulez, à l'invention de l'ethnologie hors du voyage. En un sens, donc, comme on le voit ici, la haine des voyages, telle qu'elle est exprimée par Lévi-Strauss, n'est pas singulière. Elle n'est pas en tant que telle singulière. Elle relève à bien des égards de schémas anciens, aristocratisme, déploration nostalgique du temps des vrais voyages, haine du touriste, haine des masses. Mais l'originalité de Lévi-Strauss, et aussi celle de Michel Leiris, alors d'une autre façon, mais je n'aurai pas le temps de m'y attarder, mais c'est qu'ils ne vont pas concevoir l'ethnologie comme un survoyage, comme un voyage radical, comme un voyage plein, complètement accompli, etc., vers le cœur de la culture des autres. Ils vont instaurer une sortie hors de cette logique de compétition pour l'accès à la différence. Et au fond, c'est cela que raconte Triste Tropique. C'est cela que raconte Triste Tropique, et c'est pour ça que la haine des voyages se double de la haine des explorateurs. Ce que raconte Triste Tropique, ce grand livre de 1955, c'est l'abandon d'une conception du voyage comme face-à-face entre moi et le monde. C'est l'abandon de ce grand récit moderne, et au fond occidental, de ce grand récit moderne qui fait du voyage une compétition pour l'accès à la différence avant qu'il ne soit trop tard. Alors, l'originalité de Lévi-Strauss, elle est double. D'abord, il va rapporter cette conception du voyage à un moment de l'histoire, à un moment de l'histoire de l'humanité, et très précisément à la brutalité des rapports de l'Occident aux autres cultures, enfin entre l'Occident et les autres cultures. Et donc, il va montrer, c'est tout l'objet de la première partie du livre, il va montrer que la rhétorique de l'exotisme et de l'exploration relève en fait d'une automystification. C'est une expression qui est de lui. C'est un alibi qui dissimule la colossale entreprise de destruction de la civilisation occidentale et dont elle se rend coupable à la fois à l'égard des autres cultures et à l'égard de l'environnement. Il y a une dimension écologique chez Lévi-Strauss très, 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 très prophétique, en fait. Il y a de cela presque 70 ans. Je cite le passage. Je comprends alors la passion, la folie, la duperie des récits de voyage. Ils apportent l'illusion de ce qui n'existe plus et qui devrait être encore, pour que nous échappions. Donc c'est ça, c'est le processus de mensonge à soi que se fait de la société, que nous échappions à l'accablante évidence que 20 000 ans d'histoire sont joués. Le processus d'automystification du groupe par lui-même explique le phénomène dans tous les cas, car ces primitifs à qui il suffit de rendre visite pour en revenir sanctifiés, ces cimes glacées, ces grottes et ces forêts profondes, temples de haute et profitable révélation, ce sont, à des titres divers, les ennemis d'une société qui se joue à elle-même la comédie de les anoblir au moment où elle achève de les supprimer, mais qui n'éprouvait pour eux qu'effroi et dégoût quand ils étaient des adversaires véritables. Pauvres gibiers pris au piège de la civilisation mécanique, sauvages de la forêt amazonienne, tendres et impuissantes victimes, je peux me résigner à comprendre le destin qui vous anéantit, mais non point être dupe de cette sorcellerie, plus chétive que la vôtre, qui brandit devant un public avide des albums en Kodachrome remplaçant vos masques détruits. Autrement dit, Lévi-Strauss montre, et en fait, en un sens bien avant les post-colonial studies et aussi dans une toute autre perspective sans doute, le lien profond qui existe entre idéalisation de l'altérité culturelle et violence de la conquête. Le lien subreptice et souvent inaperçu entre le désir d'authenticité du voyageur occidental et une situation historique de domination de l'Occident sur les autres. Et la deuxième chose qu'il montre, c'est ce que cette rhétorique des voyages doit à une conception occidentale du sujet comme celui qui se constitue dans une confrontation avec le monde. Alors Triste Tropique commence avec une haine, celle des voyages des explorateurs, mais Triste Tropique finit aussi avec une haine qui est évidemment très pascalienne, c'est celle du moi. Le moi n'est pas seulement haïssable, il n'a pas de place entre un nous et un rien. Or, les deux répulsions, les deux haines sont liées, car l'explorateur est en effet l'incarnation la plus aboutie d'une philosophie qui non seulement héroïse l'individu, mais pour laquelle le moi se construit dans un face-à-face avec le monde. Et donc, lorsque Lévi-Strauss dénonce l'explorateur, il dénonce bien sûr un rapport conquérant au monde. Le geste premier de l'explorateur, c'est de planter un drapeau et de donner son nom à des territoires qu'il prétend avoir découverts, l'Amérique par exemple, Columbus, Ohio, Brazzaville.
Mais c'est plus profondément, ce qu'il dénonce, une conception de l'identité personnelle. L'idée que le moi s'accomplit dans une somme d'expériences et d'épreuves qui le révèlent à lui-même. Alors ça, on trouve ça dans un ouvrage que Lévi-Strauss réécrit en quelque sorte, où c'est Terre des hommes de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, donc le livre de 1939. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. On mesure mal l'influence, l'importance de Saint-Exupéry pour les philosophes français des années 30. Et donc Lévi-Strauss va répliquer à cet humanisme héroïque dans Triste Tropique, notamment en intitulant la 4e partie du livre, La Terre et les hommes. La Terre et les hommes, parce que ce n'est pas la Terre des hommes, c'est la Terre et des hommes. En substituant la coordination au génitif, il rejette un rapport d'appropriation qui ferait de la Terre le territoire des hommes. Voilà. Donc la leçon de tout ça, pour Lévi-Strauss en tout cas, c'est que l'ethnologie doit radicalement couper les ponts avec le voyage. Ne pas simplement se contenter de se concevoir comme un voyage accompli, un voyage abouti, l'accession la plus profonde à cette altérité idéalisée. L'ethnologie n'est pas le savoir de l'autre, au fond c'est ça. L'ethnologie n'est pas le savoir de l'autre, elle n'est pas la science des autres de l'Occident, elle doit se définir autrement. Alors pour Lévi-Strauss, l'ethnologie va se définir comme une logique des différences, c'est comme ça que se développera ensuite son œuvre, mais ce n'est pas la seule option. Il y a d'autres façons de définir l'ethnologie. Aujourd'hui, Pierre Deléage dit que l'anthropologie, c'est donner la parole au chaman. C'est une autre façon de définir l'anthropologie. Et la plupart des anthropologues aujourd'hui définissent l'anthropologie très différemment de ce que faisait Lévi-Strauss. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que cet abandon du modèle du voyage est consubstantiel à l'ethnologie. En un sens, l'ethnologie se construit, donc c'est pour ça que j'avais appelé mon livre « L'adieu au voyage ». L'ethnologie se construit sur un adieu au voyage. Ça pourrait presque être une définition du terrain ethnographique. Le terrain commence quand le voyage finit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Vincent, pour ce parcours qui fait voir, comme tu le disais, les différentes nuances de haine que l'on peut avoir à l'égard du voyage. Donc, voilà. Mais l'effet corrélé, il me semble, c'est que, évidemment, de pluraliser aussi la notion de voyage, dont on peut se demander si c'est finalement lui qui est l'objet de haine. En fait, j'ai pu noter un certain nombre de déplacements. Ouais. C'est la haine d'une certaine forme historique du voyage, qui est le tourisme, notamment. La haine aussi de l'usage du voyage à des fins d'autocélébration ou d'automystification, comme tu l'as dit. La haine aussi des facilités auxquelles donne lieu le genre des récits de voyage. La haine de ce que la banalisation des voyages fait au monde aussi. Donc là, on a finalement l'impression que c'est peut-être moins la haine du voyage que des dévoiements ou des mésusages du voyage. Oui, mais alors, ce que je voudrais quand même, c'est vrai évidemment, puis en fait, toutes ces figures-là ne se confondent pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui me paraît important, c'est que la haine des formes dévoyées du voyage est inhérente au voyage lui-même. C'est-à-dire que tous les voyageurs, au fond, le touriste n'est pas une forme dégradée du voyageur. Il est l'autre du voyageur, le touriste. Le voyageur a besoin du touriste pour se définir. Et au fond, le touriste est une façon pour le voyageur d'échapper à la haine de soi, si vous voulez. C'est une façon de distribuer les rôles, c'est une sorte de skis au sens psychanalytique. On institue une cible pour pouvoir se défaire de cette ambivalence première qui est la culpabilité de participer à une histoire que l'on déplore. Parce que, au fond, c'est ça. Et encore une fois, je dis que c'est pour ça que je ne veux pas exagérer les tensions, mais je pense qu'il y a, ou je ne veux pas faire passer les tensions pour des contradictions, mais il me semble que cette persistance dans tous les récits de voyage de la figure du voyageur dégradé, alors ça peut être le reporter, mais la plupart du temps c'est le touriste, elle est un symptôme. Et elle est un symptôme anhistorique, au sens où on trouve ça très tôt, et bien avant, encore une fois, bien avant le voyage de masse, bien avant les touristes, bien avant l'appareil photo, etc. On trouve ça chez Flaubert. Il y a cette idée que le voyage, il est hanté, comme expérience, il est hanté par sa perte et sa dégradation dans la masse, dans le commerce, dans la marchandise, quoi.
Merci. Je vais maintenant relayer une question de Thierry qui s'interroge sur les soubassements romantiques de ce motif de la fin du voyage. Est-ce que tu pourrais un peu préciser cela ? Oui, soubassement romantique. Bon, c'est vrai que même Lévi-Strauss est grand lecteur de Chateaubriand, et sa prose même est une prose très 19e siècle. Voyage coffré aux promesses rêveuses, etc. Donc, mais le soubassement romantique, si on conçoit le romantisme comme une certaine conception de l'histoire, alors oui, au fond, c'est un des ingrédients du romantisme, c'est sans doute pas le seul, mais c'est sûr que on peut associer ce motif, encore une fois, de goût ou d'exaltation du voyage, et combiné avec la haine du voyage, on peut l'associer au romantisme, si on conçoit, encore une fois, le romantisme comme une conception de l'histoire et aussi comme quelque chose dont nous relevons nous-mêmes encore aujourd'hui. On est romantique encore à bien des égards. Donc oui, je pense que ça correspond à ce moment où s'impose une certaine conception de l'historicité et de l'histoire comme progression, si vous voulez, comme recouvrement de l'ancien par le nouveau. Oui. Je vais à nouveau relayer une question, plutôt d'Estelle, sur la question du retour. Voilà, on conçoit souvent le voyage comme mouvement de départ, ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de cette idée qu'aussi le voyage, c'est aussi un retour, en fait ? Alors ça, c'est une excellente question. Je pense qu'en fait, c'est une excellente question. Au fond, le voyage, bon, encore une fois, le voyage, c'est un terme qui est tellement, il y a une exception tellement large que c'est un peu difficile de parler généralement du voyage sans dire de grandes banalités, sinon qu'il forme la jeunesse, etc. Mais je pense que la question du retour, elle est essentielle, et au fond, c'est aussi ça que Lévi-Strauss met en évidence dans Triste Tropique, et aussi ça que c'est un peu un point aveugle de la réflexion des ethnologues, enfin un point aveugle. Donc il y a peu d'ethnologues qui en parlent, et pourtant le terrain, c'est vraiment, c'est pas simplement partir, c'est aussi revenir. Et en fait, bon, moi qui connais un peu l'histoire de l'ethnologie, puis qui fréquente aussi les ethnologues, je sais que l'expérience du retour, c'est une expérience qui est extrêmement douloureuse. Enfin, c'est souvent, douloureuse, qui est très souvent pénible, parfois franchement traumatisante. Pourquoi ? Parce que le terrain tel qu'il peut être entrepris quelquefois, c'est vraiment un travail de reparamétrage complet, de désubjectivation. Bon, Lévi-Strauss compare l'ethnologue de retour à Lazare. Lazare, c'est le ressuscité, c'est celui qui est passé par la mort et qui revient au monde des vivants. Et donc, effectivement, le retour est un aspect essentiel de ce processus. Et on peut même dire que, au fond, comment dire, il y a un rôle joué par le récit. Le récit, au fond, le récit de voyage, c'est souvent... Au fond, les meilleurs récits de voyage sont les récits de retour, au fond. Enfin, c'est les récits qui accomplissent le retour. C'est-à-dire que par la narration, on ferme une expérience et on réintègre une socialité, une communauté, en racontant. Il y a un lien, je pense aussi, entre retour et récit. Merci. À présent, une question d'Émilie qui se demande s'il y a des femmes écrivaines ou ethnologues qui aient également exprimé une haine du voyage. Voilà. Est-ce qu'elles apportent d'autres nuances à cette haine ? C'est une bonne question, en fait. Parce qu'en fait, il y a des femmes voyageuses. Il y a des femmes voyageuses. Il y a même vraiment une lignée, une tradition de femmes voyageuses. Alors, il faudrait distinguer. Il y a effectivement il y a chez les voyageuses héroïques, disons, Titaïna,
quelqu'un comme la voyageuse Isabelle Eberhardt, que vous connaissez ici à Genève, il y a une haine du touriste qui est très, très explicite, une haine du touriste et une tentative donc bon, pour le coup, voilà, une tentative de radicalisation du voyage. Bon, Isabelle Eberhardt qui carrément change d'identité, change de religion, change de sexe, enfin de genre, d'identité genrée, disons, par une sorte de... Donc, alors voilà, c'est un cas extrême où d'absolutisation du voyage couplée avec une haine de toutes les autres formes de voyage antérieures. On trouve aussi chez les ethnologues femmes je sais pas, Germaine Tillon, Denise Paul, on trouve des expressions d'ironie à l'endroit des voyageurs pressés, des touristes, etc., etc. Mais il n'y a sans doute pas cette dimension un peu, voilà, je sais pas comment dire, il y a une forme de magnifique, je ne sais pas comment dire, il y a une dimension hyperbolique de la déploration qui est quand même assez masculine. Il faudrait voir dans le texte, mais il faudrait voir dans les textes, mais il me semble qu'il y a le positionnement chateaubrianesque de l'homme blanc à la pointe Finistère est quelque chose d'assez masculin. Mais bon, ça mériterait sans doute des réflexions un peu plus appuyer davantage sur les textes. J'aimerais peut-être t'interroger pour ma part sur la généalogie de ce qu'on appelle parfois l'ethnologie du proche, ou le phénomène de retour vers le proche, c'est-à-dire en fait les travaux qui portent sur les sociétés occidentales dont l'ethnologue est le plus souvent issu. Est-ce que cette désignation te semble justifiée, ou autrement dit, est-ce qu'on peut considérer que ce pan de la discipline est d'une certaine façon un produit de la haine du voyage des ethnologues ? Alors, bon, il y a des différentes façons de penser l'émergence de l'ethnologie du proche, dont une façon d'ailleurs assez genrée, puisque l'ethnologie du proche a d'abord été très fréquentée par des ethnologues femmes, avec certainement une distribution des rôles qui faisait que les hommes partaient au loin et s'affrontaient à la vie dangereuse au cœur de la jungle, alors que les femmes allaient je ne sais pas, étudier les usages du bocage normand. L'ethnologie du proche, moi je pense qu'au fond, bon, on peut aussi dire que l'ethnologie du proche se développe tout simplement parce que la France n'a plus d'empire, dans une lecture un peu marxiste du développement de la discipline. En tout cas en France, la France n'ayant plus d'empire, elle a perdu des facilités de facilités locales qui fait qu'il y a une forme de repli, en un sens sans doute, de la discipline sur des terrains plus accessibles. C'est indéniable, même si c'est sans doute pas une explication qui rend compte de tout. Après, que ça corresponde, oui, je pense qu'on pourrait dire aussi que l'ethnologie du proche, au fond, retrouve une tradition qui, pour le coup, est ancienne et qui date du 19e siècle, qui est l'idée d'altérité intérieure, si vous voulez. Bon, tu connais comme moi les travaux de Fabre, en fait, de Daniel Fabre, ou les travaux de Yvonne Verdier, pour parler d'ethnologue femme, ou de... son nom m'échappe, mais ce qui a travaillé sur les contes, il y a un rapport, oui, il y a un rapport avec cette idée qu'au fond, l'altérité, elle est d'abord intime, et donc on peut la trouver évidemment, l'altérité, oui, on peut la trouver sans doute sans traverser les océans. Il y a sans doute, oui, quelque chose comme ça. Haine du voyage, oui, haine sans doute d'une forme... d'une posture un peu conquérante comme ça, qui est celle qu'on trouve encore chez les nombreux ethnologues dans les années 50, 60. Et pour ce qui est de... Voilà, tu dis aussi que la fondation de l'ethnologie, c'est l'éviction de ce modèle du voyage. Alors on peut se poser aussi du coup la question dans l'anthropologie contemporaine, s'il y a je pense, un rapport dépassionné à certains égards au voyage, et c'est pas une question qui est centrale, en tout cas dans les discours. Qu'est-ce qui tiendrait lieu alors de cet épouvantail finalement, de ligne de démarcation entre savants et profanes? Je ne sais pas s'il y en a une, en fait. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Au fond, quand je regarde, j'ai présenté
un aspect de l'ethnologie qui est déjà ancien. Enfin, c'est vrai, comme tu as tout à fait raison, de dire qu'aujourd'hui, le rapport des ethnologues au voyage est complètement est dépassionné. Il est déromanticisé aussi, ou je ne sais pas si c'est pas un très beau mot, mais bon, même si dans la pratique, tout de même, il y a un souci de distinguer certains... Bon, il y a certains, comment dire, certains critères qui sont très concrets, l'apprentissage de la langue, la connaissance des traditions, la connaissance de ce qui a été publié sur la question, etc., qui trace un seuil, enfin une limite entre l'ethnologue et le voyageur, ou l'ethnologue et le touriste. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est pas un problème obsédant. Alors, est-ce qu'il y a un autre? Est-ce que l'ethnologue a un autre aujourd'hui? Je suis pas certain. Je suis pas certain parce que ça correspond aussi peut-être qu'au fond, cette désignation d'un épouvantail, pas d'un bouc émissaire, mais une sorte de faire-valoir, elle était caractéristique ou essentielle à un moment de fondation de la discipline. Quand il s'agissait d'imposer l'ethnologie, qui était une discipline qui n'avait aucun droit de citer, il n'y avait pas de diplôme universitaire, de choses comme ça, peut-être qu'à l'époque, on avait besoin de ça, et qu'aujourd'hui, finalement, l'ethnologie a droit de citer. En fait, en tout cas, il faut le souhaiter. Voilà. Merci beaucoup. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres questions des auditeurs. Voilà, une question qui était plus historique sur le grand tour. Une auditrice se demandait si il fallait l'inclure dans la conception du voyage moderne, tel que tu l'as défini. J'aurais tendance à dire non. J'aurais tendance à dire que le voyage moderne commence après la mode du grand tour, en fait. Que le grand tour, cette pratique aristocratique, d'abord anglaise, enfin surtout anglaise, consistant à... Parce que le grand tour, il a pas cette dimension de potentiel bouleversement qui est inhérent à l'idée de voyage moderne. Le grand tour, il a une fonction, encore une fois, d'affermissement de soi, et c'est un tour. On revient, si vous voulez, alors que le voyage, il est soumis d'emblée à cette possibilité d'une transformation et qui ouvrirait un avenir vraiment différent. Il y a quelque chose comme ça, on risque quelque chose dans le voyage que dans le grand tour, on ne risque pas parce qu'on sait qu'on revient. On va revenir au point d'où on est parti. Donc, merci beaucoup pour la conférence et pour ces réponses. Je crois qu'on va s'en tenir là pour ce soir. Très bien. Merci à toi pour les mots d'introduction et les questions. Merci à tous. Bonne soirée.